Aujourd'hui, j'accueille Hélène qui a vécu un burn-out, qui a également vécu mon accompagnement. Et c'est au moment précis où elle s'est dit, OK, j'ai compris mon burn-out, j'ai compris ce qu'il y avait à comprendre, mais voilà, moi maintenant, ce que je veux, c'est mettre ça derrière moi, c'est reprendre ma vie en main et du coup, comment je fais? Donc, elle va en fait nous raconter son histoire à elle, ce qui l'a aidée, comment elle a transformé sa vie. Et pour ça, ben, Hélène, je vais te laisser te présenter et juste déjà répondre à cette première question. C'est voilà, quel était ton quotidien avant de réaliser que ça n'allait pas? Déjà bonjour tout le monde. Je m'appelle Hélène, je suis professeure des écoles, j'ai 32 ans et avant d'être en burn-out, bah, j'étais une jeune femme bien dans ses baskets, je suis pas sûre, mais en tout cas bourrée de complexes, d'incertitudes, mais qui donnait beaucoup aux autres. Sur tous les plans, qui s'oubliait beaucoup, je pense, et qui avait très peu confiance en elle aussi. Euh, et puis voilà, pas forcément négative, mais pas forcément ultra positive, quoi. Vraiment dans une sorte de neutralité d'être. Voilà, je faisais ma vie. Comme ça parce qu'il fallait. On m'avait inculqué, voilà, certaines valeurs et cetera, donc j'essayais de rester dedans, mais voilà, sans plus. C'était un peu comme si c'est même pas que tu subissais, mais tu étais un peu détaché et tu prenais le Ouais, chemin qu'on te ouais, montrait sans trop chercher à découvrir qui tu étais, sans trop te demander si exactement, ça ouais. t'allait pas ou pas. Tu Ah savais ouais, que ça allait à ce qu'on te demandait, ça allait aux attentes qu'on te portait. complètement, ouais. Voilà. Ouais, Et c'est du ça, coup, je vivais ma vie, mais enfin, c'était pas ouais, un peu détaché, vraiment, fallait le faire. J'avais pas l'impression de prendre vraiment du plaisir, je savais pas vraiment qui j'étais, ouais, paumée, voilà, je pas enfin, c'est vraiment bizarre comme sentiment d'être vraiment, ouais, à côté de soi et puis de voir que, bah, on fait sa vie, mais sans paillettes, sans profondeur, sans rien, quoi, donc c'était assez étrange, ouais. ouais, tu remplissais, tu avais un métier qui est apprécié, qui passe bien, qui amène un salaire, dans lequel tu retrouvais aussi des choses qui te plaisent, parce que Oui, qu'on n'est pas professeur des écoles bien sûr. qui Oui. veut. Il y a Mmh. quand même beaucoup de qualités à avoir pour arriver à tenir ce poste. Et avant de réaliser justement qu'au niveau du travail et qu'au niveau de ta vie, je ne sais pas si les deux sont dissociés ou pas dans ce process pour toi, quel était ton quotidien avant de réaliser que ça n'allait pas? Et du coup, dans quel domaine ça a commencé à prendre conscience que ça n'allait pas? Je pense que c'était, sur, le plan personnel et professionnel parce qu'en fait, c'est comme ça que, bah, s'est joué mon burn-out, en fait. Juste avant, bah, niveau travail, ça allait, plus ou moins bien selon les remplacements et cetera, mais voilà, je savais pas trop vers où j'allais, ce que je voulais faire vraiment plus enfin, si je voulais continuer, dans quel, département et cetera. Je savais que j'aimais bien mon boulot, mais voilà, sans plus. Encore une fois, c'est vraiment, neutre. Et puis après, niveau familial, bon, j'ai une histoire assez particulière, mais enfin, comme tout le monde, mais je pense que j'étais dans une forme de déni et sur beaucoup de choses, notamment, ma propre histoire, ma vie quoi, d'avant, voilà et j'avançais comme ça sans vraiment avoir pris le temps de, bah, de regarder un peu dans le rétro et de faire une sorte de bilan, quoi. Donc je pense que c'est là que Et ça a joué. est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à regarder cette période avec ce recul-là et de dénicher les signes, qui te montraient que ça allait pas, mais qu'à ce moment-là, avec le déni, bah, tu t'en rendais pas compte, en fait, tu refusais Ouais. de le voir? Bah, c'est bête, mais bah, déjà, j'étais très introvertie, plus jeune, timide. Alors après, voilà, avec le temps, en étant professeur, bah, on est obligé de faire un peu du théâtre, tout ça, donc devant des élèves, ça va. Mais quand il s'agissait d'aller en soirée, de prendre des verres avec des copains, enfin, je pense que j'ai raté beaucoup de moments parce que, bah, j'étais
pas du tout, à l'aise avec, moi-même, avec, ce que l'image que je renvoyais, heu et du coup, bah, je me suis bloquée beaucoup de moments, sympas, à cause de cette timidité, mais c'était plus un mal-être, finalement qui jaillissait, quoi. Et du coup, quels étaient les signes que tu ignorais et qui te montraient, en fait, que tu allais vers le burn-out? L'isolement déjà, Ouais. l'isolement, social, ça a été, le début. Commencer aussi à plus m'engager, sur des projets qui me plaisaient aussi, à me désengager de choses qui me plaisaient, hein, au fur et à Mmh. mesure. Moi, c'était beaucoup la lecture, beaucoup, le cinéma, m'ouvrir un peu à tout ce qui est, domaine de l'art et cetera, puis de voir que, bah, ça m'intéressait plus du tout. En tout cas, j'y allais plus du tout, donc c'est ouais, ça a été des moments un peu où je me suis dit: «Ouh là, c'est bizarre», Ouais, tu commençais à te désengager même de ce qui te faisait du bien ouais. et à rester donc isolée chez toi et qu'est-ce que tu te disais justement pour, te justifier, pour te donner bonne conscience dans le fait de te désengager comme ça? Donc c'est que c'est normal de pas être bien et ça va passer, mais je pense que je mesurais bah, voilà, le déni, c'était que je mesurais pas la gravité de là où j'en étais dans ce stade-là, quoi. C'était pas Ouais, juste une passe, quoi, c'était là, on était en plein dedans. En plus, à l'époque, j'étais dans une relation amoureuse qui était pas du tout, saine et soutenante, et cetera, donc vraiment je me suis, pouh, j'ai commencé à vraiment complètement, ouais, te faire me bloquer au monde, ouais. et pour tenir le coup, pour nourrir ce déni donc tu te disais: «Bon, bah, c'est normal, que je passe ce moment-là, c'est un cap, Ouais. ça va Mmh. passer», OK et à quel moment tu as compris que c'était pas qu'un cap? Bah, quand tu passes, près de 4 mois dans ta chambre avec ton ordinateur à mater que des séries, au bout de 4 mois, tu te dis que c'est pas ça la vie, quoi. Donc ouais, ça a Et été ces 4 mois-là, tu étais déjà en arrêt pour burn-out? ouais, ouais, j'étais déjà en arrêt. OK. Est-ce que tu nous raconterais, avant ces 4 mois-là, le burn-out, comment il s'est manifesté ou du moins comment tu l'as vécu? Il y a 3 ans de ça, j'ai fait un remplacement à l'année, à 1 heure de là où je vis. Donc déjà, je pense que c'est mon épuisement, il a commencé là. C'est-à-dire que j'étais dans une école où il y avait beaucoup de projets, c'était ma classe, à l'année, donc je me suis énormément investie. C'était des petits élèves de CE2 trop mignons, dans une super équipe, enfin bref. Voilà, je me suis donnée à fond, trop et donc j'ai été malade déjà, mais presque tous les mois alors que d'habitude, voilà, ça oscille en hiver, mais là, tous les mois, j'avais quelque chose, j'étais pas bien, quoi. La route, ça me fatiguait et en plus, en rentrant, dans cet appartement, je devais m'occuper de, bah, des tâches, dites classiques, quoi. Donc j'étais, pou fou, 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 fou. Je commençais à sentir que je j'avais plus de contrôle sur, beaucoup de choses, mais que je me forçais à le faire parce qu'il fallait, parce que sinon, bah, ça n'allait pas et l'année suivante, donc l'année se passe, hein, je tout va bien, j'arrive quand même à prendre du plaisir dans ce que je fais et cetera et l'année suivante, je me dis: «Bon, bah, cette expérience-là m'a permis de me montrer que j'étais capable d'avoir ma classe». Donc je fais les démarches pour, obtenir une classe, mais cette fois-ci plus près, dans une petite école à 30 minutes cette fois-ci de là où je vis. C'est des niveaux que je maîtrise, donc j'avais tout préparé pendant l'été, encore une fois. J'étais encore dans cette vague, assez haute, mais je voyais pas le précipice juste après. Les 3 premières semaines de classe se passent bien, mais je sentais que voilà, en fait, à faire, avec les grands, faut être un peu en train de enfin, d'être un dragon. Je sentais que ça commençait à me coûter et en fait, à partir de la troisième semaine, je bascule un petit peu parce que, j'ai une de mes élèves, en CM1 qui retrouve un test de grossesse, positif dans les toilettes des filles. Alors, 1 fois en 10 ans de carrière que je tombe sur un événement, voilà. Donc j'étais déjà, voilà, un peu stressée. Ma mère commençait à être, malade aussi. Ma grand-mère, commençait à décliner aussi. Donc voilà, j'ai commencé à voir tous mes piliers de vie, voilà, commencer à Il trembler. s'effrite. Voilà, je sens que ça va pas trop. Il y a cet événement-là à l'école qui est traumatisant, pour moi comme pour les autres enfants, hein. Voilà, je me suis dit: «Bon d'accord, ça fait 3 semaines, je pensais que je tenais tout et au final, que dalle». Donc je me prends une petite claque et la semaine suivante, j'arrive pas à savoir qui a fait ça, enfin bref, mais voilà, c'est une ambiance assez, stressante où on cherche à savoir, mais on trouve pas, mais il faut faire classe, donc voilà, très très tendu.
La semaine suivante, une élève vient me voir en disant qu'un autre élève de la classe, l'embête et en fait, c'était du harcèlement sexuel, pur et dur. Tout s'effondre parce que je me dis: «Mais, tu rien vu, c'est grave, Tu c'est des culpabilisé? enfants», voilà, bah, alors complètement, et puis en plus à côté de ça, il fallait essayer de contacter la mère, on arrive à la rencontrer avec la directrice, 1 semaine avant les vacances d'octobre. Alors, excuse-moi, Ouais, à ce moment justement où, vous allez la rencontrer, donc tu es vraiment sur le factuel de là, je vais aller ouais, sur la confrontation avec la mère voilà. de tout ça. Alors oui, Toi, dans ton état ouais, émotionnel, tu ah es bah, là, en conflit je entre suis en je ouais, culpabilise, je me sens nulle, pas compétente parce mmh que j'ai pas vu, ce qui s'est passé et que je suis censée le voir et là, il y a toutes tes croyances de mon rôle, qu'est-ce que Ah je suis bah, censée là, faire, pas faire, ta, ta, ouais, ta. Donc tu bah, as tout ça et de l'autre côté, tu vas dans cette réunion en te disant: «Faut quand même que je garde ma prestance, que je ouais, fasse croire que je suis compétente, que je n'ai pas fait d'erreur alors que je suis persuadée de pas avoir fait mon job». Et je dois garder la face par rapport à cette maman et par rapport à la directrice, voilà, avec, je suppose, toutes les peurs inhérentes de: «Est-ce que je vais perdre mon job? Est-ce que je vais avoir le soutien de ma directrice? Est-ce que la mère va péter un câble et va m'insulter?» J'imagine même pas dans quel état tu étais au moment où tu ouais. rentres dans le bureau, quoi. C'est très bien résumé, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'y vais, mais vraiment, 1 fois que ça m'arrive, en plus, voilà, c'est une maman qui est connue de l'école, c'est un élève qui est compliqué, qui est violent et cetera et le rendez-vous, bah, se passe, très mal. Elle nous menace. Il y avait une tierce personne qui était là qui a pas censé enfin, qui a pas du tout réagi, face aux menaces alors qu'avec la directrice, on était, bah, quand même, enfin, c'est Bah, rien. chaud. Rien et puis, bah, suite au rendez-vous, j'avais arrêté de fumer pendant à peu près 2 ans et là, j'ai fumé, 3 cigarettes à la suite. Heu, Mmh. j'avais besoin de En pouh et j sortant du rendez-vous? ouais, ouais Et et après, tu as enclenché la reprise de la cigarette ou c'était juste sur ce moment-là que tu as eu besoin des 3 clopes? c'était là, mais je pense que, après, quand je me suis retrouvée face à des situations un peu stressantes, voilà, ça a été mon petit Ton boulet, ton petit voilà, pilier, pour, et du coup, vraiment la scène du burn-out, le moment qui t'a amené à aller voir le médecin et où le médecin te pose l'arrêt, c'était, suite à cette altercation-là? Ou c'était autre chose qui a vraiment fait la bascule et l'arrêt de travail? C'est après, c'est-à-dire que le rendez-vous, c'était avant les vacances, donc je me dis: «Bon, il reste 2 jours, faut tenir». Donc je puise au fin fond de moi-même, en plus c'était Halloween, donc fallait se déguiser, être souriante et cetera, donc je puise vraiment dans les dernières ressources. Je me dis: «Bon, OK, ça va le faire». Après, il y a les 2 semaines de vacances, je vais déconnecter, ça va me faire du bien et cetera. Les 2 semaines se passent et le dimanche, de reprise et je m'effondre au sol, mais je pleure, mais comme j'ai jamais pleuré et je leur dis: «Je veux pas y aller, quoi. Je veux pas». Et là, je Là, me j'ai des sens, frissons. ouais et Ah ouais, ça me fait des frissons. ça me remet un peu, je me dis: «Mais waouh, non, c'est pas possible». Enfin là, Mmh. 1 fois que j'ai plus du tout envie d'y aller, quoi Et et que j'ai peur parce que voilà. c'était plus fort que de pas avoir envie. C'est plus fort que ce sentiment, qu'on associe à la dépression du dimanche soir où: «Oh, Ouais, j'ai pas envie, je me sens lourd». ouais, Non, ouais. c'est que là, tu Non, sens là, que c'est autre chose. Ouais, ouais, viscéralement, c'est pas je peux pas, possible. je peux pas. Parce que, bah, en plus pendant les vacances, donc ma mère étant malade, on a dû faire des choses, des démarches, pour voir ce qui n'allait pas et cetera. C'était très compliqué, finalement, moi qui pensais me déconnecter, je me suis reconnectée sur d'autres piliers qui étaient fragiles et ça m'a pas du tout aidée, en fait. Et là, j'ai Mmh. senti que je pouvais plus, enfin, je pouvais pas, quoi. Est-ce que tu as eu ce sentiment ce sentiment d'effondrement ou même à l'intérieur de toi, en fait, ça va être toutes tes croyances, toutes tes valeurs, tout ce que tu t'es cru comme personnalité, toute ton identité et tout ce qui t'a construit toute ta vie qui s'est effondré Mmh et mh. du coup, en fait, j'ai plus rien, j'ai plus d'appui et je suis comme dans un gouffre, en fait. C'est ça qui Exactement. s'est passé ce dimanche-là quand, Oui, il bah, y a eu ce ça a été physique, hein. Je me suis vraiment mis au sol et je pense que voilà, l'effondrement interne, s'est exprimé, à l'extérieur aussi, quoi et j'ai senti que je n'étais plus rien, quoi. Qu'il y avait Qu'est-ce que plus tu rien. t'es qu'est-ce que tu as eu comme pensée à ce moment-là? Est-ce que tu as eu: «Je suis en train de mourir, je vais mourir» ou «Je suis plus rien», qu'est-ce que tu as eu, tu t'en rappelles? Je pense que c'était pas l'association de mourir, c'était vraiment, un vide.
vu que j'avais puisé encore et encore et encore, là, si on doit l'imager, je pense que j'étais juste un corps, mais plus rien, quoi. Gris, noir, rien du tout, vraiment Mmh. rien. Et du coup, donc là, du coup, tu es allée voir le médecin. C'est là où le médecin donc t'a mis en arrêt et où tu as eu cette phase de 4 mois complètement isolée, désengagée de tout ce qui te plaisait? C'est un peu plus tard, en fait, disons que quand on s'arrête, comme ça, c'est déjà de 2 semaines en 2 semaines. Finalement, mon arrêt a commencé en novembre. Jusqu'en décembre, j'étais dans un entre-deux où, bah, je culpabilisais parce que j'étais en arrêt. Je voyais que j'allais pas bien, donc je me demandais ce qu'il fallait que je fasse. Les démarches administratives aussi parce que, bah, j'étais dans une situation très compliquée avec cet élève, cette maman menaçante. Il fallait que je fasse des documents aussi pendant mon arrêt, donc c'est pas là que j'ai lâché, c'est au moment où, j'ai mon médecin, donc toutes les démarches que j'ai pu faire en l'espace de 2 mois ont été validées. Heu, c'est après que j'ai lâché, en fait. Je pense que je tenais encore un peu. Parce que l'histoire était toujours en cours, parce qu'il y avait des choses à régler et parce que tu pouvais pas Ouais. lâcher le travail, puisque le travail continuait à Bien t'attraper, en fait? sûr, j'avais ma remplaçante qui me contactait, donc je me devais aussi de lui donner un peu voilà, c'était la première fois que je m'arrêtais aussi longtemps. Ouais, Mmh, 2 semaines, j'ai en jamais plus. fait. Donc pour moi, c'était vraiment très agréable. Et comment tu gérais ce sentiment de culpabilité, cet Ah! effondrement qui, j'imagine, te mettait complètement KO et le fait de devoir à côté, continuer à être connecté au travail en faisant des choses, administratives, procéduriales et cetera? Est-ce que tu étais justement sur une période, ce qu'on appelle d'hyperactivité, d'hypervigilance avec des angoisses, des problèmes de sommeil, des problèmes d'alimentation, où tu étais en mode clope sur clope? Comment tu gérais ça émotionnellement? Je pense que j'étais en pilote automatique beaucoup. Je mangeais parce qu'il fallait que je mange. En plus, j'étais encore, voilà, à la charge des tâches, ménagères classiques. Donc je pense que c'était un peu mon échappatoire. Puis en fait, une fois que j'ai lâché le boulot parce que ça y est, c'était acté que de toute façon je ne pouvais pas reprendre, là j'ai basculé. Je mangeais plus bien, c'était beaucoup de fast-food ou des choses toutes prêtes quoi, j'avais même plus la force de cuisiner alors que j'adorais cuisiner avant, enfin tout bête. Mais bizarrement, je tenais le ménage, alors je pense que ça a été Dans des mon fouloirs? refuge aussi, défouloir, mon moyen d'être en off sur des trucs, voilà, de nettoyer derrière les radiateurs, voilà, c'était mon petit plaisir, quoi. Ouais, OK, ouais, je ouais. t'appellerai. Des endroits auxquels on ne pense pas forcément. C'est après que j'ai pris mon ordinateur et que après j'ai tout lâché. En plus, au moment où ça n'allait pas, j'ai perdu ma grand-mère, juste avant les vacances de décembre. Donc ma mère avait un cancer, ma grand-mère venait de décéder, c'est là où j'ai lâché en fait et enfin où je me suis vraiment fermée au monde et donc la fameuse relation, pas, soutenante, voilà, je venais d'annoncer à ce garçon-là que ma mère était malade, que ça allait pas au boulot, que ma grand-mère était mourante, et en fait, je me suis sentie très seule et c'est là où, je me suis pris plein fouet cette solitude, En plus de l'effondrement que tu as ouais, vécu ouais, avec le travail et c'est là où tu as fait ces 4 mois de dark, de ouais, 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 ouais. complètement, Ah ouais. isolé, J'en ai figé. aucun souvenir des séries que j'ai regardées. Je sais plus ce que j'ai OK, regardé. C'était vraiment, mmh, ouais, mmh. d'accord. Déjà, qu'est-ce qui t'a fait sortir de là? Quel a été le déclic de je passe ça, j'ai fait mon dark et qu'est-ce que tu as mis en place et qu'est-ce qui s'est enclenché mentalement et émotionnellement qui t'a sorti Mmh, de ce mmh. trou-là? Donc j'étais vraiment dans une phase, je pense que c'était aussi une grosse phase de déni. J'étais pas capable d'affronter tout ça en même temps, ça n'allait pas, sur le plan perso, ça n'allait pas sur le plan pro. J'étais incapable d'affronter ça. J'avais pas les outils. Mais en parallèle, j'allais une fois par semaine voir une, psy, qui était pas très loin de chez moi. J'y allais à pied en plus et donc ça me forçait à sortir. Donc déjà me laver, m'habiller, manger quand même parce que, bah, on n'y va pas forcément le ventre vide. C'était un parallèle assez étrange où j'étais enfermée chez moi, mais les seules fois où je sortais, c'était pour aller voir la psy et c'est là où on a commencé à plonger dans le passif enfin, dans mon passif. Donc j'ai eu beaucoup de mal, à y aller, parce que j'étais pas bien, en fait. Enfin, j'étais pas prête, en tout cas, à y aller. Ça a été trop, violent, mais ça m'a fait du bien aussi. Enfin, c'était bizarre comme, entre 2. Je pense qu'il était important que je redémarre du début, chose que j'avais un peu mis de côté pendant plusieurs années. OK. Le début, c'est l'histoire familiale?
en fait, plutôt que et de oui, c'est de sans aller dans le détail, mais ouais, c'est c'est vraiment voilà, c'est donc tu y es pas allé juste pour parler du burn-out professionnel et pour parler exactement. du travail. Tu Oui, y allais parce qu'il y avait, disons que le burn-out, ça a été, on va dire, l'écho de quelque oui, chose ah, totalement, voilà. de plus enfoui, dans ton histoire Mmh personnelle mh. et ça a juste été le déclencheur, en fait. C'est ça, bah, tu le verbalises, Maintenant tu regardes. ouais, tu C'est le verbalises très bien, c'est ça, en fait, c'est que j'y allais pour des raisons professionnelles, donc une fois qu'on a fait le tour de, bah, voilà, pourquoi ça n'allait pas, bon, si on doit refaire l'histoire, ça va très vite, hein. Mais au moment où elle a commencé à parler un peu plus des questions perso, c'est là où j'ai senti que ouf, What vers happened? où elle Quoi? m'emmène et que c'était sur, ouh là, mon Dieu, des réflexions, des expliquer son histoire, comprendre, qu'est-ce qui n'allait pas, ou être dans le déni de choses, voilà. C'est et en fait, finalement, voilà, on est passé du domaine, professionnel au domaine personnel et notamment familial et un peu, amoureux parce que voilà, il y avait tout ça qui n'allait pas. En fait, c'était un tout, quoi. Il y avait, tout venait de d'avant, quoi. Ouais, ça t'a permis Dynamique, d'être un peu de ouais, clarté, de comprendre un peu mieux sur chaque plan ce qui se passait vraiment. mmh, Expliquer que c'était, ce trop qui a fait cet ouais. effondrement et ces 4 mois de figement complet dans ton appartement. Parce que, bah, quand tout se casse la gueule, forcément, quand tu as plus de repères de sécurité, tu te ton corps, il se fige, hein, c'est Ah instinctif. puis oui, c'est ça et puis comme je te l'ai dit au début, je pense que je vivais, sans être pleinement moi, et du coup, là, je me suis pris en plein fouet, bah, ce qui allait pas, quoi. Je me suis retrouvée devant, bah, devant tout ça, en me disant: «Mais ça fait longtemps que tu as des mécanismes, ancrés», Donc ça, tu as commencé à mettre le doigt dessus, donc avec la psy. ouais. Est-ce que tu as mis d'autres choses en place avant qu'on prenne contact? Alors j'avais, donc j'étais à ce moment-là, j'étais beaucoup aussi sur, les réseaux forcément, on trouve, des échappatoires comme on peut et je pense que le fait d'avoir été un peu enfin, on sait que les nos ordinateurs, nos téléphones nous écoutent et que quand on utilise certains mots, on a certaines publicités, certaines, pages, de profil et cetera qui viennent et vu que là, j'étais focus déjà sur le plan, familial avec la psy, que le problème «pro» entre guillemets était réglé et j'étais beaucoup sur, la réflexion de ma vie amoureuse. Je voyais bien là que ça y est, ça n'allait pas, il y avait des trucs qui n'allaient vraiment pas. J'étais dans le déni total et que là, ça y est, ça commençait à s'ouvrir et je tombe sur le profil d'un coach, en relation amoureuse et cetera et donc je regarde ses vidéos et je me dis: «Ah oui, ça résonne». Donc il me contacte très vite. Enfin, ça m'a mis mal à l'aise parce que je voulais que ce soit moi qui le contacte et pas lui. Enfin voilà, c'était un peu, voilà. Je voulais que ce soit l'inverse, mais ça l'a pas fait et tout de suite, il me parle de prendre un rendez-vous pour faire une sorte de 30 minutes d'échange, voilà, de présentation et puis il me sort des vérités, enfin, pas super, agréables, pas à entendre, mais mal formulées, quoi et ensuite il me dit: «Bon, bah, voilà, ça coûtera tant». Alors je me dis: Gars, 2 secondes. Déjà, j'aime pas trop ton approche et ensuite, on parle déjà, enfin je j'ai pas aimé l'entretien, voilà, j'ai pas du tout aimé et je me suis rendu compte que c'était pas vraiment sur ça qu'il fallait que je travaille. C'était une bonne expérience finalement. C'était une bonne expérience, mais sur le moment, j'ai senti au fond de moi que c'était pas ce qu'il fallait que je fasse. Donc j'ai coupé court, Comment heu, tu as malgré compris suite à cette expérience-là, que c'était de ton côté, aller vers autre chose que la relation amoureuse? Tu vois, tu as dit: «J'ai compris que c'était autre chose». Comment tu as compris ça? Qu'est-ce qui s'est passé? je crois que je suis tombée vraiment par hasard sur une de tes vidéos et en fait, tu as commencé à parler de je me souviens plus exactement, mais je crois que tu parlais de ce sentiment de pas être, totalement soi, d'être à côté, de vivre des choses, sans les vivre. Enfin, je pense que c'est ça qui a fait que je me suis sentie tout de suite, connectée à ce que tu disais. Et puis j'aimais beaucoup le son de ta voix aussi. C'était agréable et j'avais pas l'impression d'être, tu vois, tout de suite: «Ah, faut faire ci, faut faire ça». Enfin, j'ai vu plusieurs de tes vidéos et je me suis dit: «Bah, là, du coup, j'ai trouvé que ça correspondait plus à ma situation» puisque, l'élément déclencheur, ça a été le burn-out, finalement. Mmh. Donc je me suis dit que là,
le côté psy sur ma vie perso, je pense que j'avais fait «le tour» entre guillemets. Et tu étais en recherche de quoi alors à ce moment-là, Autre quand tu étais sur chose, les réseaux et que tu ouais. que tu cherchais des coachs, tu étais en recherche de quoi? Je pense que je voulais, compléter ce côté, thérapie, qui je trouvais avait ses limites parce que c'était une thérapie, très classique où en fait, je parle, beaucoup, beaucoup, elle pose des questions mais sans en fait, j'avais l'impression de balayer plein de choses mais pas d'avoir de pistes concrètes pour Des aller de pistes l'avant. Ouais, c'est pas tu anticipé ma question. Des pistes concrètes pour aller de l'avant. OK, parce que tu étais Mmh, déjà tu étais du coup tu étais sortie de ce figement et du coup tu étais passée au step de: «OK, j'ai compris, donc maintenant je veux aller de l'avant, je veux pas retourner dans ce dogme». D'ailleurs, ça me rappelle un peu de quoi on parlait. Je veux pas retourner là mais je veux vraiment sortir de là et changer, en fait. oui. Et j'ai compris ce qui s'est passé avant, je sais le pourquoi du comment, mais concrètement dans la matière, Après, ouais. Oui, parce qu'en j'ai fait, je trouve que la thérapie, c'est, parler de son passé mais je trouvais qu'il me manquait des outils pour aller de l'avant, en fait, parce que je j'ai bien senti qu'il y avait des choses, voilà, qu'il fallait que je travaille, des points, techniques, moi, que je me confronte à certaines réalités et cetera et ça, je sentais que voilà, bon, bah, d'accord, maintenant j'ai ça, mais quid d'après? Parce que je mmh. vais pas faire ça pendant 150 ans, enfin, j'ai pas pareil, voilà, chacun, vit comme il veut sa thérapie, mais en tout cas, personnellement, je sentais que j'avais fait presque le tour et que là, il me fallait d'autres, outils, une autre approche peut-être, parce que, heu, moi, j'ai jamais été voir de psy avant, donc déjà pour moi, c'était un grand pas et puis je connaissais pas tout le monde caché de voilà, bah, de tout ce qui est, thérapie, comportementale, des trucs comme ça. Enfin, du coup, j'ai vu que j'avais ouvert une porte là, mais qu'il y avait plein d'autres choses et les réseaux ont fait que, ça m'a permis de me mettre en contact avec plein de choses. Et du coup, qu'est-ce qui t'a plu? Parce que justement, comme tu dis, il y a plein de choses. Oui. Sur quoi tu t'es, basée, pour aller plus vers ça, plus vers autre chose? Parce que tu as beaucoup, tu as ceux qui vont axer sur l'alimentation, sur l'hormonal, sur le système Mmh. nerveux, Mmh. sur, la confiance en soi, sur le mindset, sur le yoga. Tu as beaucoup de manières de Mmh mh. passer ce cap-là. Bah, du coup, je reviens sur tes vidéos, tu t'es beaucoup, tournée toi vers le système nerveux et cetera et moi je sentais que, voilà, j'étais pas du tout, que j'étais pas bien quoi, que j'étais tout le temps, soit en figement, soit en hyperactivité intense, et que je ça résonnait beaucoup quand tu expliquais, voilà, les phases, maniaques et puis les phases un peu, complètes de figement je me disais: «Mais c'est ça en fait que je vis, c'est exactement ça». J'arrivais pas à mettre le mot dessus. Et mais c'est en regardant tes vidéos, de plus en plus de réels et cetera, que j'ai compris qu'il y avait, que ce que tu proposais, c'était le chemin que je devais prendre. Alors là, c'est pour le coup, avec du recul, je pense que c'était mon intuition finalement, mais en tout cas, ça résonnait beaucoup à ce moment-là. Du coup, c'est toi qui m'avais contacté en premier. Est-ce que tu te rappelles comment on avait pris contact? Un peu, ouais. Comment t'as passé le step de je regarde ses reels à, je prends contact avec elle et Alors, j'ose, pour moi, mais je veux pas, réinventer, l'histoire. Je crois que j'ai dû répondre à tu as dû mettre une sorte de question ouverte et je crois que je t'ai contactée comme ça. Un c'était truc pas du impossible. genre, voilà, ce que tu dis, ça me fait écho, je traverse ça, en ce moment, c'est compliqué, je sais pas quoi faire, et je crois qu'après tu m'as répondu: «OK», et puis c'était des questions très ouvertes encore et tu as fini sur, «Est-ce que ça te dirait qu'on s'appelle, pour qu'on se parle déjà et qu'on se voit, et qu'on discute de ça, de manière plus concrète?» Je pense que c'est comme ça. Pour moi, c'est comme ça. Oui, c'est très, très je peux refaire l'historique? Et si c'est pas ça, bah, voilà. Oui, oh mince! En fait, j'étais harcelée de questions, merde! Oups, pardon, je suis en live. Et est-ce que tu te rappelles justement dans ce moment où on était en prise de contact, en prise de connaissance, un peu comment tu te sentais, Ouais, comment tu as ressenti ça? Ouais? ouais, Vas-y. j'avais un peu peur parce que, bah, j'avais jamais fait ça.
En plus, l'expérience d'avant avec le coach, c'était naze, donc je me suis dit: «Ah, j'espère que je vais pas tomber sur quelqu'un qui va me demander juste mes sous et que ça va pas être une sorte d'arnaque». Parce qu'en fait, voilà, j'avais jamais fait ça, mais j'avais envie de tester autre chose, donc je me suis dit: «Bon, faut faire quelque chose à un moment donné, on va pas rester dans cet entre-deux». J'avais peur et ça, je me souviens de te l'avoir dit, j'avais peur de me faire avoir, mais que du coup, le la prise de contact, allait peut-être me permettre de prendre une décision. C'est ce que je me suis dit à ce moment-là. Parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'on sent quand les gens sont faux ou quoi, enfin je sais pas. Voilà. Tu ton intuition Et mon et intuition qui est tu encore tu là. la reconnais pas, mais tu Ouais, sais, je pense que c'est ça, hein, l'utiliser. mais ouais, hein. Mais du coup, on parle, c'est les fameuses 30 minutes, d'entretien et je me sens alors j'étais stressée avant, voilà, j'avais peur, je me je me faisais un peu une montagne parce que je me disais, voilà, il faut t'engager dans quelque chose quand même. Mais voilà, j'avais peur de si je en fait, j'avais peur de me tromper, Mmh. surtout ça. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas? Qu'est-ce qui t'a fait dire, alors je me rappelle, hein, parce que Mmh, du coup, c'est un bilan gratuit, hein, mmh, mmh. qu'on a fait toutes les 2. Oui, je me rappelle. Je te pose la question quand même. Qu'est-ce qui t'a fait dire: «OK, je me lance»? Bah, c'est, mon intuition encore une fois. Je pense que notre prise de contact a été, ça s'est fait très naturellement. C'était très, doux. C'était, un échange, vraiment sain. J'ai senti que tu pouvais, potentiellement m'apporter des choses. Je t'ai pas du tout vu comme quelqu'un qui était après mes sous, surtout qu'en plus à cette époque-là, j'étais vraiment pas, financièrement parlant, c'était une catastrophe. Donc j'avais aussi cette crainte-là et voilà, je pense qu'en échangeant, je me suis dit: «Bah, si il faut que je mette des sous, ce sera là-dedans», parce que c'est important de et pour le coup, c'est pas toi, mais c'est l'autre coach qui a dit et cette phrase-là, elle m'est restée quand même: Il faut que tu prennes soin de toi et que, on s'en fout de la somme». Sauf que là, lui, je le sentais pas. Mmh. Mais quand j'ai parlé avec toi, je me suis dit: «Bah, OK, peu importe, la somme» et puis tu m'as rassurée aussi sur, comment faire pour te payer aussi. Oui, Ça parce que c'est aussi un élément, bien ça sûr, fait c'est une partie de émotion l'échange en bilan avec les personnes, on prend le temps d'en d'en discuter et discuter et tu as été, vachement rassurante, t on a trouvé une solution, enfin tu m'as proposé une solution qui me convenait complètement parce que, bah, voilà, c'était vraiment très compliqué sur ce moment-là financièrement parlant et du coup, je me suis dit: «Bah, let's go». des fois, quand on saute le pas, tu vois, on se dit après coup, quand on raccroche et qu'on passe quelques heures, «Putain merde, attends, j'ai parlé, ça s'est bien passé, elle était sympa, j'ai dit OK, je vais recevoir un contrat à signer, ça je vais vraiment m'engager», donc il y a forcément une montée de: «Putain, est-ce que j'ai pas fait une connerie là, en fait?» Ouais. Tu l'as eu ce moment-là? Oui, mais ça a duré, jusqu'à ce que je signe. Alors, je pense qu'il s'est passé, 1 semaine avant que tu m'envoies le contrat, quelque chose comme ça, ou quelques jours et hem et oui, ça me prenait la tête la nuit parce que je me suis dit: «Oh, ça y est, je vais faire un truc, enfin je voilà, c'est dingue ce que je vais faire, j'ai l'impression que c'est un cap de fou». Mais c'est de l'appréhension, je pense normale, en fait. Enfin, ça faisait partie du process. Ouais. Je me Qu'est-ce suis qui t'a pas fait, revenir en arrière? Que me dire: «Non, mais en fait, là, j'ai trop peur, j'ai trop de stress, j'étais OK, oui. mais là, voilà». Qu'est-ce Alors je pense que pour le coup, j'ai encore une fois, c'est l'intuition. Je me sens à chaque fois que j'avais cette pensée intrusive de: «Ah, oui, ah, qu'est-ce qu'il fait, et ben je à côté, je me disais: «Mais attends Hélène, tu fais ça pour toi, ça peut être que bénéfique, donc cool, cool, ça va bien se passer» et et justement, ouais, ça peut être que bénéfique. Est-ce que tu as eu des bénéfices assez rapidement? non. Pas du tout, parce que, je pense que j'étais complètement tellement déconnectée de mes émotions et de mon corps, que, les premières séances, je me souviens que je me disais: «Bon, d'accord, on fait de la gestuelle, de l'EFT, des trucs comme ça». Oh! Ça venait pas, mais alors pas du tout. J'étais trop,
Voilà, il y avait trop encore de distance entre mes émotions et moi-même, Et puis, après c'est quelque chose de courant, surtout quand tu as fait du psy avant, c'est que quand je commence à dire: «Ah oui, tu ressens ça? Ouais, mais, enfin physiquement, qu'est-ce qui te fait dire?» «Quoi, physiquement?» complètement J'en ça. sais rien, Non, c'est à chaque fois tu me mais ramenais à chaque fois là: «Non, tu es trop en train de tu repasses dans le non, mental, reviens dans ton corps», là tu me racontes l'histoire. ce geste-là, tu le faisais, mais beaucoup. Ouais, reviens. Et en fait, oui, bah, oui, parce qu'en fait, c'est parce que là, je me rends compte en t'en parlant là, c'est que je pense que j'étais trop habituée à avoir discuté avec la psy, comme tu dis, alors que toi, c'était une autre approche et moi, je continue à fonctionner comme si que tu étais une psy, alors que pas du tout Mmh. et du coup, c'était les premiers ouais, je sais pas les com ça a duré un moment, ce sentiment où je me disais: «Bon, bah, OK, on le fait quand même». Mmh. Heu mais voilà, Et il y avait un petit malaise quand même. Je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. ça a été quoi le passage? Je me souviens, alors j'ai pas la date en tête, je pense que c'était courant, mai, je pense, où, on fait une séance de d'EFT et là je sens le je l'ai senti dans mon corps le bienfait Mmh. direct. C'était ouais, pour le coup, je sais que c'était au cours d'une séance de FT quand j'ai pas la date, mais oui, c'est à ce moment-là où je me suis dit: «Ah oui, je comprends pourquoi on fait ça et à quel point ça me fait du bien» Mmh. et Et ouais, donc parce que tu vois, dans l'énergétique, parce que l'EFT, c'est de la psychologie énergétique, c'est-à-dire ouais. qu'on travaille à partir des émotions, donc on Mmh verbalise les choses, mais ça travaille sur le corrh énergétique de notre personne. Donc forcément, au début, comme quand tu vas faire un soin, mh. Reiki, machin, l'énergie, tu vas pas forcément la sentir. Pour autant, le travail se fait quand même. Jusqu'au jour où, à force de nettoyer, 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 tu dis: «Ah, je sens des picotements. Ouais, Oh, c'est quoi cette petite vague qui monte des pieds jusqu'au haut désagréable, du corps? ouais. Oh, mais c'est Exactement, vrai que j'ai de la chaleur dans le ventre. ouais, Et c'est ouais, parce que, voilà, c'est le temps que les couches, ouais, se défigent et complètement, complètement. et là, tu t'es dit: «Ouf, j'ai pas perdu mon argent, j'ai pas fait une Oui. connerie». Secondaire, mais oui, quand même. Je me suis dit: «Bon, ça y est, il y a enfin un truc qui je sens enfin les petits prémices de changement». Puisqu'après, une fois que enfin, ce petit pas, a été fait, je me suis rendu compte que, oui, là, le fait de prendre le temps d'écrire des choses, tu me posais des questions, il fallait que je prenne, voilà, du temps de réflexion, bah, j'y mettais une autre énergie dedans parce que je comprenais enfin, les bienfaits dans mon corps. Alors qu'avant, c'était encore, trop séparé. Il y avait encore une petite, muraille. Qui est normal dans le sens où déjà tu fonctionnais avec du détachement par Mmh. rapport à Ah ta oui. vie Oui, oui, bien et sûr. Mmh. la première chose dont on se détache, c'est de son corps pour Mmh mh. arriver à passer les choses avec le moins de d'émotions désagréables possible et Mmh voilà, mh. donc le temps Mmh de s'y remettre, faut y aller en douceur et du coup, quels ont été ou quel a été le ou les résultats, que tu as pu constater une fois que tu avais passé ce cap-là? Comment ça s'est répercuté sur toi et autour de toi? Je pense que ça a été le sommeil, qui a été un premier heu, cette étape révélatrice, c'est que je dormais mieux parce que là, j'étais sous traitement, d'anxiolytiques, pendant mon burn-out. Et j'ai commencé à ne plus en prendre au moment où on faisait les séances ensemble. J'ai arrêté d'en prendre, vraiment au moment où j'ai compris que là, ça y est, je pouvais, potentiellement alors je dis pas qu'à chaque fois ça marchait, hein, mais potentiellement, je pouvais me coucher sans être, tendue, donc OK. récupérer le sommeil, ouais. Donc tu as récupéré le sommeil. Du coup, je suppose qu'au niveau de ton lever aussi, ça a dû commencer à se répercuter? Oui, parce que, j'avais tendance à être nauséeuse le matin. Ça, c'est le travail ça. Ça, c'est tout de suite lié au travail et bah, là, forcément, je travaillais pas donc j'étais pas nauséeuse. Donc déjà, je me disais: «Bon».
Il y a peut-être quelque chose à travailler de ce côté-là, mais on verra ça un peu plus tard. Mais oui, le lever, puis en fait, si tu veux, moi, j'ai toujours beaucoup dormi, et je me suis flingué mon sommeil, du début de mon arrêt jusqu'à, pendant longtemps, en fait, hein, donc Mmh. Ouais, là, j'ai avec tout ce que retrouvé tu un as sommeil passé. réparateur. Mmh. Et donc tu as eu le sommeil. Après, ça c'est qu'est-ce que tu as eu comme autre résultat, marquant? Et bah, j'ai Marquant. fait plus de choses, mais des choses toutes bêtes, hein, aller chez le primeur. Alors que voilà, là, c'est me confronter à ma timidité, pure et dure, c'est me dire qu'en fait, je suis capable de faire des choses, même des choses basiques que j'avais, un peu mis de côté, hein, puisque je faisais que des drives pour pas être en contact avec des gens, et même dire bonjour au gérant du drive, c'était stressant au possible. Là, je me suis reconnectée, à l'extérieur. Je suis plus sortie, même pour faire des balades. En fait, au quand tu as recommencé à sentir ton corps, à reprendre le sommeil, tout ça, tu as récupéré un peu de un sentiment de sécurité et de calme déjà en toi, chez Ouais, toi, ce qui t'a permis d'avoir suffisamment de ressources oui, pour être en capacité d'aller vers l'extérieur et de gérer un peu l'insécurité et petit à petit, à ton rythme, ouais. reprendre contact sans partir en anxiété, et Oui, cetera, j'y c'est ça? suis allée, assez progressivement. Bon, et en fait, il y a eu des ratés et ça, j'arrivais à mieux le gérer. Alors que je pense que, je me forçais avant à faire des choses, mais je ça me mettait tellement en insécurité, comme tu dis, que j'annulais, en fait. C'est ça que je faisais avant, c'est que j'annulais, pour pas me sentir en insécurité. Alors que maintenant, je reconnais certains signes, voilà, où je commence à sentir cette montée d'anxiété et à me dire: «Non, cool, cool», enfin, mais c'est grâce à tout ça aussi, hein, sinon j'aurais pas jamais pu comprendre comment ça fonctionnait, là-dedans. Ouais, ces étapes, ouais, je me rappelle qu'on Ouais, ouais, travaillait beaucoup sur l'identification et comment sortir, comment ouais, basculer d'un état à l'autre pour que tu puisses ouais. passer et avancer. Et du coup, de voilà, de justement, quels ont été, alors déjà, est-ce que tu as en mémoire des moments clés ou des pensées clés ou des croyances clés, qui se sont enclenchées tout pendant l'accompagnement et qui t'ont permis, tu vois, genre, tu vois, si j'ai appris à dire non ou alors tiens là, je me suis dit: «J'ai retrouvé confiance». Quand je me suis levée, j'ai arrêté de penser ci et j'ai pensé ça. Est-ce qu'il y a des trucs comme ça qui te sont restés et qui te marquent vraiment des steps? Oui, parce que, je pareil, donc bon, il y a les moments un peu clés comme, aller chez le primeur et tout ça. Déjà, c'est des petites victoires, en fait, et c'est aussi l'étape juste avant, les 5 premières minutes avant de prendre une décision. En fait, maintenant, j'arrive à mieux me dire quand je sais qu'il va y avoir une action qui va peut-être m'enclencher ou quoi. Je sais que dans les 5 premières minutes, c'est là où ça va être déterminant et et c'est tout bête, mais tu vois, je me suis remise à faire du sport, à sortir, courir et cetera. Alors qu'avant, ça me stressait, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Enfin, ça me mettait dans des états émotionnels très compliqués. Et là, j'ai ce moment en tête où, j'ai acheté une nouvelle paire de chaussures et je l'avais laissé dans le placard, quelques jours, en me disant: «Allez, ça va le faire», et je voyais les jours passer en me disant: «Bah non, tu les as toujours pas mises», et après j'ai repensé à la discussion qu'on avait eue sur les 5 premières minutes justement sur cette étape-là qui est hyper importante, où en fait, il faut te donner un petit objectif réalisable. C'est comme ça que j'ai apprivoisé mon anxiété, je sais pas si c'est exactement le terme, mais en tout cas, à me lancer, à être dans l'action. Parce que, je me suis dit: «Bon, déjà première étape, tu mets tes chaussures, puis après tu les enlèves. Après tu mets tes chaussures, puis, tu les essayes, tu vois ce que ça fait. Est-ce que finalement c'était une bonne paire ou pas? Parce que peut-être que tu as acheté une paire et qui ne va pas du tout. Et après je prépare ma tenue. Après je la mets. Après je la mets et puis je vais jusqu'à la voiture et puis je regarde, potentiellement où est-ce que je peux aller courir. Voilà, c'est des étapes que tu m'avais dit de faire, dans un tableau, je me souviens du tableau, du coup je l'ai réutilisé et c'est comme ça que j'ai refait des choses. Justement, quels sont les aspects de ta vie aujourd'hui qui ont Mmh. changé, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial? Au niveau des piliers, est-ce que ça a changé? Est-ce que tu en as autant besoin qu'avant? Et au niveau du travail, tu en es où? Alors, sur le plan pro, je suis en fait, tout ce travail qu'on a fait ensemble, ça m'a permis de retourner le prisme vers moi
et de me poser enfin les vraies questions. Qu'est-ce que tu aimes vraiment faire? Qu'est-ce que tu veux faire dans 5 ans? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans et cetera? Des choses que je pensais pas forcément atteignables et du coup de refixer des objectifs sur, court, moyen, et long terme, ça permet déjà d'être dans l'action et puis de se motiver. J'ai retrouvé une confiance en moi que je pensais pas avoir. Et donc du coup, Mmh. forcément ça a des actions bénéfiques sur tout le reste. C'est-à-dire que, donc sur le plan pro, je sais maintenant que je veux continuer à être prof, mais que là où je vis actuellement, c'est pas là où je souhaite vivre. Donc il va falloir que je trouve un moyen pour vivre là où je veux vivre. J'en ai plus ou moins des pistes là qui sont en cours d'ailleurs. Potentiellement continuer à faire mon boulot, donc s'il faut que je rebâchote et je rebâchotterai. Enfin, tout ce qui était un peu, voilà, avant j'étais vraiment dans une sensation d'enfermement et d'incapacité. Enfin, j'avais cette image que j'étais pas capable. Alors que là, maintenant, c'est complètement l'inverse. Que même si c'est pas grave, si ça marche pas là il y aura toujours moyen de trouver autre chose. Et sur le plan, personnel, j'ai appris à déjà, donc là, pour le coup, c là où, j'étais bloquée sur le plan, amoureux. Pareil, je me suis reposé des bonnes questions. Qu'est-ce que tu attends dans une relation? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ne veux pas? Et donc, à force de faire un peu du tri, de remettre un peu à jour certaines choses, certains éléments de vie, de réflexion et bien, j'ai l'impression de voilà, d'avoir enlevé des couches d'une ancienne Hélène qui ne fonctionnait plus du coup et de ça y est, d'avoir peut-être trouvé, enfin ce moi que je cherchais. Ah, c'est une super transition pour la question d'après. Justement, si tu pouvais donner une image de ton état d'avant et une image de ton état de maintenant, ce serait quoi? Avant, ça serait une Hélène un peu terne, un peu grisouille, un peu, voilà, un peu, renfrognée comme ça, pas forcément très agréable, quoi. Et puis maintenant, c'est beaucoup plus, pétillante, qui a de plus en plus confiance en elle, qui a toujours des moments de doute, mais qui arrive à mieux les gérer. C'est très coloré, c'est très, voilà, c'est plus lumineux, c'est plus positif. Qu'est-ce que la Hélène d'aujourd'hui, qui du coup a passé tout ça, Mmh, si elle doit parler à la Hélène qui est dans son down, de ces 4 mois, si tu devais te mettre à côté d'elle et t'asseoir alors qu'elle est complètement dans son lit et mmh. canapé bloqué, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire là aujourd'hui? Fais-toi confiance. Mmh. Fais-toi confiance, tu vas y arriver, tu as tout ce qu'il faut en toi. Faut juste trouver associer la bonne clé à la bonne serrure. Parce que je pense qu'on a les ressources, enfin tu m'as montré qu'on avait les ressources en soi et que, fallait juste, trouver le moyen d'y accéder et voilà, s'entourer de bonnes personnes, ça aide aussi. Choisir, en conscience, mais même des petites choses, hein, toujours choisir en conscience. Pour pas regretter ou pas se dire: «Zut, j'ai l'impression À d'avoir quoi raté». tu penses? Quand tu dis Ah, petites je te dis choses, ça. tu penses à quoi? C'est des trucs tout bêtes, hein, mais toujours choisir en conscience, mais même, c'est vraiment bête, au restaurant. Ouais. Tu vois? Je suis connue pour être l'indécise, de base. Alors C'est que là, vrai. maintenant, je prends le temps de me dire: «Alors, qu'est-ce que tu veux là, tout de suite?» Et puis, «C'est pas grave si tu veux ça, tu diras que la prochaine fois tu prendras ça». Enfin, c'est des petites réflexions c'est pas des réflexions, c'est des pensées positives que je m'apporte aussi, beaucoup plus qu'avant. Alors que, je me souviens être allée au resto et puis me dire: «Ah punaise, j'ai vraiment les boules de pas avoir choisi ça». Mais quelque chose de négatif, quoi. Mais c'est des trucs, vraiment bêtes du quotidien, hein. Même, Tu arrives je à les transformer maintenant? ouais, voilà. Alors qu'avant, c'était, une tanasse. Ouais, mais Ouais. je Ouais, ouais, regrette c'est ça, jamais. oui, oui, c'est ça. Alors C'est pas que comme si je peux y retourner demain pour choisir ce notre plat demain. exactement. Non, mais voilà, enfin, je pense que vraiment tout était compliqué aussi, Oui, parce que là, je caricature, hein, bien ouais, entendu, ouais, parce ouais. que quand on est Oui, dedans, c'est pas drôle oui, du c'est ça. tout, hein, Non, je c'est pas voilà. drôle, mais maintenant, bon, voilà, on arrive à en sourire et tout, Maintenant, on mais peut c'est voilà, vrai que, c'est tout aussi ça, était se compliqué. transformer. Ouais, tout était compliqué et sur des choses, bêtes, vraiment bêtes et Mmh. méchantes. Alors, je pense pas que ce soit bête et méchant, mais je pense que c'est quelque chose de lourd et d'intrusif
en soi. Et voilà, maintenant, avec le recul, quand on sort et quand tu as pris de la hauteur et de la légèreté par rapport à ça, tu dis: «Ah oui, c'est vrai que franchement, je me suis vraiment pris la tête pour rien». À ce Ouais, moment-là. ouais, Et voilà, c'est vrai que ouais, non, quand tu le vis, bah, surtout, quand tu as, quand tu toujours été indécise, c'est que justement, tu es toujours dans la confusion, tu as toujours peur de mal faire, tu sais jamais si c'est vraiment le ouais. bon choix. Ça, Si je c'est me très, très trompe, dur. tu te dis: «Mon Dieu, Ouais, qu'est-ce qui va se passer si je me trompe?» Parce que du coup, ta exact. ta 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 Mmh ta mh. ta 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 ta, Mmh mh. c'est Mmh mh. c'est c'est un schéma, c'est un fonctionnement d'adaptation, qui montre bien aussi l'insécurité dans laquelle tu as évolué. Et Mmh qui mh. fait que, tu t'étais toujours dit que de toute façon, quoi que je fasse, je serai toujours en insécurité et je serai toujours Mmh. insatisfaite, en fait. Mmh mh mh. Et c'est ça un peu qu'il y a derrière. Et donc pour ça, on en rigole maintenant parce que, bah, le Mmh. travail est fait et que le comportement d'adaptation n'a plus lieu d'être. Mais bon, il est toujours présent parce que, Oui, bah, c'est ce que j'allais dire, ouais. C'est que je c'est normal, me hein. retrouve encore des fois dans des situations où, bah, je me dis: «Oh là, tiens, 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 qu'est-ce qui se passe?» mais maintenant j'ai les outils C'est j'ai ça. cette force aussi que j'ai réussi à entretenir, via tes conseils, via ta manière de travailler et cetera, qui m'ont permis voilà, de prendre un pas sur le côté ou voilà, de prendre un peu de recul et de dire: «Alors, cool, il y a une situation qui t'active, pourquoi? Où est-ce que ça t'active? Qu'est-ce que tu peux faire justement pour, redescendre un peu et retrouver une sérénité pour pouvoir prendre la décision, une décision et puis Mmh. si c'est pas la bonne, c'est pas grave». Il y a ça, Exactement. ouais. Il y a ça et l'autre notion, c'est, aussi pour s'enlever un peu de cette culpabilité à ce moment-là, Ouais, c'est de pas oublier que ces comportements d'adaptation, ils nous font du mal au moment T, parce qu'on ne sait pas encore communiquer avec eux, mais ils ont une intention positive et la 1re chose, déjà pour déculpabiliser, c'est de dire: «Bon, bah, il est là parce qu'il me veut du bien, en fait». Si je suis mmh, indécise et que je m'envoie ces pensées ça et que ce comportement m'envoie ces pensées, parce qu'il veut me protéger du mauvais choix. Il veut mmh, me protéger de mmh, l'insécurité. Alors oui, ça me fait mal parce que je ne sais pas encore comment le gérer et je ne sais pas comment faire avec ça. Et c'est là où après, ben, on s'amuse avec les valeurs de chacun et de chaque chose et de chaque mmh. niveau, pour mettre un peu de corrélation et de cohérence dans tout ça. Mais c'est vrai, bon là, ça, je peux en parler 2 heures parce que là, ça y est, on est parti sur, Oui, sur ce qui, je voilà. Donc, voilà, en gros, le genre d'outil que tu as pu avoir. Et que veux-tu dire, ouais, aux personnes, tu vois, qui nous écoutent là et qui se reconnaissent dans ton parcours, qui se reconnaissent dans ton témoignage, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? qu'il faut faire même si c'est inconfortable. Peu importe ce qu'il faut faire, ce qui il faut le faire. Faut vraiment pas s'arrêter, parce que je pense que c'est là où on se fait le plus mal, c'est quand on s'arrête de faire les choses Même et si on fait les mauvais choix, si on fait les mauvais choix, ouais. il Parce vaut qu'en fait, mieux, finalement, c'est pas un mauvais choix de toute façon. Donc c'est le choix d'agir. Donc c'est toujours mieux que de ne rien faire et de se laisser couler. Mmh. et puis selon là où on est, la petite action, ça peut juste être, bah, comme tu disais, tu Bien étais dans le sûr. down et tu avais ce rendez-vous une fois par semaine qui t'obligeait à te doucher, à t'habiller et à sortir. Et bah, voilà, c'est un premier petit pas, qui est déjà énorme à ce moment-là. Donc il faut aussi Ouais. que ce soit des actions raisonnables par rapport à Oui, oui, comment c'est tu ça, te sens. bien sûr. Raisonnable et puis, petit à petit, hein, c'est se confronter aux choses, de manière graduelle aussi, c'est hyper important parce que si on veut tout de suite aller là, c'est sûr on va on va retourner à la case départ Et tu et l'as très bien expliqué quand tu nous as décomposé, le moment où je veux prendre le jogging, que je veux reprendre la course à pied, donc ouais, j'ai d'abord commencé à acheter les chaussures, que j'ai mmh, commencé à les mettre dans l'appartement et après je vais voilà, tu vois? C'est ça ouais, ça c'est montre très bien le exactement, ouais. process que Mais c'est parce que tu petite m'as action. expliqué, comment le faire via ce fameux tableau, hein, c'est des j'aurais pas pensé que finalement c'était aussi, bénéfique et maintenant je l'applique sur d'autres, pans de vie. C'est très utile, c'est très OK, utile. je vais peut-être le partager en gratuit alors ce tableau-là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, ben ça, il suffit de m'envoyer un message sur Insta, hein, sur ma page, Magali, aide, AID,
burn-out et puis, voilà, vous m'envoyez un petit DM, «Coucou, j'ai vu ton interview, sur YouTube, avec Hélène, vous parliez d'un tableau, j'aimerais bien savoir, est-ce que je peux l'avoir?» Voilà, vous m'envoyez ça en mode nature peinture comme si vous me parliez, qu'on se connaissait et puis pourquoi pas? Carrément. C'est pas une blague, hein, ça part de là, hein. Podcast, vidéo, vous le faites, hein. Tu as eu ce moment où tu as osé demander de l'aide. Quel conseil tu donnerais à la personne qui est justement complètement dans cet effondrement, qui a pas de pilier, qui a pas trop de soutien, qui a pas de personne bienveillante en qui elle a confiance? Qu'est-ce que je lui dirais à cette personne-là? Ouais, quel conseil tu peux lui apporter? À quelqu'un qui n'a pas de ouais, c'est pas facile, Bah, hein. qui hésite en Ouais. fait à demander de l'aide, Mmh. soit parce qu'elle a honte, soit parce qu'elle se sent pas légitime, soit parce qu'elle sait pas à qui se confier. Je pense que le seul conseil que je pourrais, donner à cette personne-là, c'est, que de toute façon toute seule, si on n'y arrive pas toute seule, c'est qu'il va falloir à un moment s'ouvrir aux autres et au monde et que de toute façon, même si ça nous rend encore une fois inconfortable ou que ça renvoie à des images, pas très positives de soi, de toute façon, c'est pour aller vers du mieux donc let's go, hein. De toute façon, tu plus rien à perdre, hein, si tu es déjà au fond du trou, c'est le moment de voilà, de tout tenter, tout tenter. Peu importe ce que c'est, et puis encore une fois, si c'est pas la bonne aide, bah, au moins tu auras compris que comment tu fonctionnes aussi. Donc non, c'est pas ça. Donc il y a encore autre chose. Donc je teste encore, encore et encore. Toujours tester. Je crois qu'on va clôturer sur ces belles paroles. Ce sont de très bons conseils. Merci Hélène pour, ce partage, pour cette honnêteté de t'être ouverte comme ça et prêtée au jeu.